Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 28 juillet, nouvelle vidéo sur crypto. BTC 118 000 $. Comme vous pouvez voir, on se rapproche des 120 000, même des 125 000, pourquoi pas. On a vu ensemble dans la dernière vidéo que on avait une structure là sur BTC qui était juste parfaite. Rappelez-vous, on était passé en dessous du triangle de compression, même du petit range qu'on avait en 4 heures, pour aller chercher les stop loss aux 115 000 $ pour ensuite remonter et du coup aller chercher les applications des shorts, donc pour aller former une sorte de short squeeze aux 120 000, aux 125 000 $. Et franchement, tout était parfait parce que on avait notre gap aux 114 000 et rappelez-vous, le but c'était d'aller piéger un maximum de gens, donc d'aller sortir les stop loss à 115 000, ne pas aller combler le gap à 114 000 pour ne pas empêcher, pour empêcher les gens de rentrer à ce niveau-là, et ensuite de remonter pour, à l'inverse, aller cette fois-ci liquider les shorts. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On est toujours en route vers les 120 000, 125 000 $. On a quand même un petit détour, vous allez voir à court terme, parce qu'on a un petit gap qui s'est créé durant le week-end, qui est aux alentours des 118 000, donc aux alentours du niveau qu'on est en train de tester actuellement. Donc voilà, petit retracement pour aujourd'hui à très court terme là sur quelques heures. Après sur le plutôt moyen terme là pour la semaine, ça s'annonce plutôt bullish pour l'instant. Vous allez voir aussi qu'au niveau des news macro, on a des très bonnes news et surtout on arrive enfin quasiment à la fin du deal là de Trump avec les taxes douanières avec l'Europe, etc. Donc ça c'est cool. Et le dernier gros point, bien sûr, voilà, c'est les altcoins, hein. On en parle depuis des semaines, mais ils sont toujours aussi intéressants. On a toujours un TH qui est très très intéressant malgré la petite correction qu'il a fait. Vous allez voir qu'il commence à aller gratter vers les 4 000 $. Là vraiment on a un très bon setup pour aller chercher les 4 000 $. Et rappelez-vous, comme d'hab, dès que Ethereum commence à monter et commence à prendre le lead sur le marché, en fait, à tout le reste, à des altcoins qui s'engouffrent dans la même tendance haussière que TH. Et ce qui va être vraiment, pour moi, je trouve, le plus intéressant pour cette semaine, ça va être bien sûr la Bitcoin dominance, voir si ou pas on va enfin pouvoir faire cette clôture weekly sous le ruban de mode mobile en weekly, voilà, sur Bitcoin dominance, qui est hyper important pour la suite. Si on veut une belle LQ season, si on veut une validation de la LQ season en weekly. Et du coup, ce s'est pas fait la semaine dernière parce qu'on a eu la clôture qui s'est fait juste au-dessus, mais ça pourrait très bien se faire cette semaine. Il suffit qu'on ait un petit peu de baisse, qu'on fasse un plus bas, et ce sera validé de ce côté-là. Donc voilà, assez chargé pour cette semaine. On commence du coup justement, j'en parlais à l'instant, sur le deal qu'a du coup validé Trump avec donc les États-Unis et avec du coup l'UE au niveau des accords commerciaux sur les taxes douanières. Donc en gros, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Donc déjà, accord pour le commerce avec un tarif de 0%. L'UE achètera jusqu'à 750 milliards de dollars d'énergie américaine. L'UE achètera de vastes quantités de voitures américaines. Les tarifs sur les automobiles réduits à 15%. Et du coup, Trump qualifie cet accord de plus grand accord jamais conclu. Il y a eu d'autres choses ensuite qui ont été validées. Bon, c'est une très très bonne chose pour nous. Alors, en tant qu'Européens, je sais pas si c'est une bonne chose, peut-être pas. Mais en tout cas, pour les marchés, c'est une très très bonne chose. Le fait qu'on ait enfin des accords qui soient trouvés, même si c'est pas forcément arrangeant pour l'un ou l'autre, tant que c'est validé comme accord, pour les marchés, c'est excellent parce qu'en fait, on n'a plus d'incertitude, on a vraiment une certitude qui arrive sur ces accords-là, ce qui fait que le marché peut se détendre et tranquillement remonter parce qu'on n'a pas de peur de ce côté-là. Donc ça, c'est hyper avantageux. Et le fait aussi, c'est très encourageant parce que alors, ça, c'est l'UE, donc c'est un gros poisson. Mais derrière, on a la Chine, on a plein de pays asiatiques, européens, enfin pas européens, mais de d'autres continents. Mais du coup, le fait qu'on ait un gros accord comme ça qui a été conclu avec l'UE, c'est encourageant en fait pour les autres accords qui devraient être trouvés bientôt sur les autres pays et les autres États que vise le Trump avec ces taxes. En tout cas, encore une fois, on voit que quand même la stratégie Trump, bon, elle est peut-être un peu bizarre et parfois elle est un peu décriée, mais elle marche plutôt bien. Le fait de taper un gros coup et de dire des trucs de fou qui fait paniquer tout le monde et ensuite du coup de rétro-pédaler un petit peu, ça a l'air de marcher, mais c'est beaucoup en vrai de manipulation. Il va aller chercher un truc complètement aberrant qui a pas trop de sens et qui est vraiment abusé. Et en fait, petit à petit, il va faire des concessions en disant allez vas-y je lâche ça, je lâche ça, je lâche ça, jusqu'à trouver un accord qui convient d'eux. Mais en réalité, voilà, il est plus en faveur en général de Trump, vu que c'est lui qui a lancé le truc d'abord super loin, quoi. Puis petit à petit, il l'a ramené jusqu'au moment où lui craque, quoi. Après, je vois ça de mon œil de jeune vidéaste crypto, donc j'ai peut-être pas le recul pour savoir si ou pas c'est exactement comme ça que ça s'est fait, mais c'est l'impression en tout cas que ça me donne. Donc voilà, très très good news pour ça. En plus, là, le 1er août, donc dans quelques jours, on est combien? Le 28, donc dans même pas une semaine, dans 1, 2, 3, 4 jours, on a normalement la fin du deal là qui devait se faire, donc avec l'échéance, je veux dire, au niveau des contrats qui devaient se faire avec du coup les États-Unis et les autres pays. Donc là, le fait qu'on ait ça qui se valide, et ça a sûrement enchaîné avec d'autres pays, c'est juste parfait. Ensuite, la macro US, au niveau des data, au niveau de la Fed et de toute l'économie au global. Donc on a quelques trucs qui en ressortent, même si bon, on n'est pas vraiment centré sur les taux d'intérêt pour l'instant. Parce que ça, c'est pour la semaine d'après, si je dis pas de bêtises, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, ce qu'il faut retenir cette semaine, bon, c'est déjà que ça, on l'a passé dans la dernière vidéo, mais on a eu la rencontre entre Jérôme Powell et Trump dans les locaux de la Fed qui étaient en construction, où on a senti que Trump était très tendu. Enfin, il y avait une sorte de tension dans l'air entre Trump et Powell, et que Trump infligeait un peu
cette pression-là à Powell. Et on a toujours voilà, notre Trump qui met une grosse pression à Powell pour qu'il baisse ses taux d'intérêt pour juillet. Comme j'expliquais, donc là, pour l'instant, c'est pas du tout à préjuger. Ce qu'il faut préjuger, c'est plutôt une baisse des taux d'intérêt pour septembre. Mais du fait que Trump mette une grosse pression à Powell pour les taux d'intérêt de juillet, pour une baisse des taux d'intérêt pour juillet, à voir ce que ça donne. Peut-être qu'on aura une très bonne surprise et que, enfin, un court terme, et qu'on aura des taux d'intérêt qui vont baisser pour juillet. Personnellement, je mise pas là-dessus, mais c'est pas non plus quelque chose que j'exclus complètement. Par contre, si ça arrive, si on a vraiment une baisse des taux d'intérêt là qui arrive pour juillet, ça va être hyper bullish pour les marchés à court terme, quoi, parce que les marchés n'auront pas anticipé autant de good news là sur les taux d'intérêt. Mais après, comme j'expliquais, voilà, c'est une bonne chose à court terme, mais après à moyen long terme, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Bon, du coup, on a quelques datas quand même à voir ensemble. On a la M2, vous voyez, qui continue, la masse monétaire globale aux US qui continue d'augmenter. On l'a déjà vu ensemble durant la dernière vidéo. Les permis de construire qui sont bons, ouais, pareil, on est en augmentation, donc c'est cool. Du côté des indices de la commande, c'est un peu compliqué parce que ouais, il y a un peu tous les chiffres, il y a du bien et du moins bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une tendance qu'il faut surveiller, car il ne faut pas avoir une croissance qui augmente fortement, car cela pourrait donner moins de crédit à une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Donc ouais, ça remonte légèrement ici. Pour l'instant, c'est pas critique. C'est un peu comme ce qu'on avait vu la dernière fois, mais faut pas que ça monte non plus trop, parce que si ça monte trop, c'est un chiffre en fait que derrière la Fed va regarder pour décaler la baisse des taux d'intérêt ou pas. Donc à surveiller. Et dernier, c'est le durable goods order, donc les commandes de biens durables, qui sont elles bonnes au niveau des chiffres. Et c'est une très bonne chose parce que ouais, c'était la plus grosse croissance qu'on avait vue depuis au moins 10 ans. C'est ouf. C'est-à-dire que là, ouais, la hausse qu'on avait eue donc il y a quelques temps, là, il y a quelques mois, c'est la plus grosse qu'on ait eue en 10 ans, quoi, sur les 10 dernières années. Donc le fait que ça on baisse un peu plus, c'est très bien parce que du coup, ça permet de calmer un peu la hausse, de contrebalancer la hausse qu'on avait. Et là, pareil, vous voyez, on veut pas d'une croissance trop forte qui repart de ce côté-là, mais plutôt quelque chose qui accompagne une inflation qui remonte. Donc en fait, il faut que ce soit cohérent et que chaque chiffre qui tombe là, au niveau de la macro OS qu'on vous sort une fois par semaine, il faut que ce soit dans la cohérence de l'inflation qui fait que derrière, ce sera logique pour la Fed de baisser les taux d'intérêt et pas qu'on ait trop de variations. Sinon, en fait, ça a trop posé problème pour l'inflation, enfin trop de risques pour l'inflation, ce qui va faire que la Fed va pas baisser ses taux d'intérêt derrière. Donc là, c'est vraiment complexe, hein, parce qu'on a, je crois, j'ai jamais vu une situation complexe au niveau des taux d'intérêt. Où d'un côté, on a Trump qui met une méga pression par rapport à ça. On a Powell qui est un peu entre les deux. Il sait pas exactement quoi faire. Je pense qu'il a dans sa tête du fait de baisser les taux d'intérêt pour septembre, c'est son plan, même si ça peut changer entre temps. Et à la fois, il faut surveiller tous ces chiffres-là qui tombent, qui sont parfois un peu trop forts, pas assez forts, etc. et qui changent régulièrement. Donc vraiment pas facile. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, baisse des taux d'intérêt à privilégier pour septembre. Si ça arrive pour septembre, ce sera parfait. Le marché devrait bien apprécier et on devrait avoir une belle tendance haussière pour la fin de l'année. Si ça arrive pour juillet, ça va être encore plus bullish pour cet été. Et là, ça risque d'exploser très fort durant cet été. Et si par contre, ça arrive pas juillet ni septembre, là par contre, le marché, il va pas mal corriger parce qu'en fait, il va récupérer la baisse qu'il a trop anticipée sur cette baisse des taux d'intérêt. Allez, voilà pour tout ça. On passe sur les datas et les graphes. Alors, j'avais ces graphes-là sur les mineurs que je trouve intéressants. Alors, c'est pas les premiers, mais c'est le dernier qui m'intéresse. C'est le BTC puis le multiple. Super intéressant cet indicateur. Ouais, il nous montre un peu la surchauffe qu'on a sur le marché. Et en gros, quand on se rapproche, vous voyez, sur des points qu'on a ici au-delà de 2, vous voyez, comme on avait ici en 2024, on est souvent, vous voyez, de nouveau sur les tops de marché. Quand ça chute très fort, on se retrouve souvent, vous voyez, sur des bottoms. Et là, actuellement, vous voyez, on est quand même sur des niveaux qui sont assez hauts parce qu'on a 1,5, mais on est encore loin, vous voyez, des 2 qu'on avait ici. Donc on a encore la marge, mais voilà, faut pas le prendre comme une certitude parce que de nouveau, quand on était sur les tops ici en janvier, on était sur les points qui étaient à peu près équivalents à ceux qu'on a ici. Donc voilà, à relativiser comme d'habitude. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est regarder à très court terme. Oui, à très court terme, à chaque fois qu'on a des petits pics, souvent les petits tops temporaires qu'on a, et pour l'instant, vous voyez, on n'y est pas encore. Donc on va monter un petit coup à 125 000 avant de corriger pour former ce petit top là temporaire. Bon, il y avait ça. Ensuite, le deuxième graphe qui est plus intéressant, je trouve, toujours au niveau de BTC. Alors il y en a 3. MVRV extrême déviation. Alors, il nous montre de nouveau un peu les zones de surchauffe sur BTC. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on passe au-delà des 2,25, là, 2,3 de ratio, et en fait, on dépasse cette ligne ici qu'on a en violet et souvent, on est dans les zones rouges. C'est-à-dire, dès qu'on dépasse ici, vous voyez, zone rouge. De même, quand on était en mars 2024 ici, pareil, on était sur un top zone rouge. Et inversement, quand on est sur les zones très basses comme ici, on passe en zone verte, on est souvent sur les zones de bottom. Donc, ouais, septembre 2023, on était bien sur un bottom. Zone de top, zone de top. La zone de bottom, on n'était pas dans le vert, mais pas très loin. Et là, de nouveau, on repasse un peu dans une zone de rouge, un peu comme ça. Alors, pas rouge foncé, donc c'est bon, mais rouge un peu clair. Et on est pile sur ce ratio-là. On est vraiment pile sur ce ratio-là. Et du coup, on a encore un peu de marge. Mais ouais, dès qu'on va se rapprocher, alors on vous le mettra à jour cet indicateur, mais dès qu'on va commencer à se rapprocher des 2,5 et surtout des 2,75 ici, on va faire gaffe parce qu'en fait, on se rapprochera des zones de top. Même si, vous voyez, à court terme, regardez, quand on rentre ici, on n'est pas forcément sur un top tout de suite et on a encore de la marge. Et souvent, on est quand même en général, les semaines de surchauffe qui font qu'on se rapproche de plus en plus d'un top. Donc voilà, à surveiller. Deuxième graphe qui est intéressant, c'est le MVRV Momentum. C'est à peu près similaire à celui qu'on a vu avant, mais c'est plutôt centré ça sur le momentum. En gros, de nouveau, pareil, zone de surchauffe quand on est ici en rouge, en vert plutôt, souvent sur les zones de top. Inversement, zone rouge ici, souvent sur les zones de bottom.
Et de nouveau, ouais, il nous a bien marqué les zones de bottom ici pour 2024 et 2025 plus récemment en mai. Et les zones de top très bien marquées aussi ici en 2024 et pareil en janvier 2024. Donc ouais, actuellement, on est encore sur des niveaux très corrects vers les 2.3, 2.4. Donc c'est OK. Et là aussi, il faudra surveiller dès qu'on arrive vers les 2.6, 2.8. On arrive sur les zones de surchauffe qui, en général, nous annoncent un top sur les jours, les semaines qui suivent. Donc on a encore de la marge. Et le dernier graphe qui est alors, un peu moins intéressant, mais c'est juste plus des long-term holders et des short-term holders, ils nous montrent un peu donc avec des moyennes mobiles ouais, les points sur lesquels on est. Donc là, pareil, ouais, dès qu'on passe en général au-dessus de la courbe rouge, ben, on est plutôt dans une zone d'expansion haussière ouais, sur BTC. Après, c'est dur de timer les tops, ouais, c'est souvent quand ça monte un peu fort. Et ensuite, derrière, inversement, quand on repasse en dessous, ouais, on est sur les zones plutôt en général de bottom, on le revoit ici, là on repasse au-dessus. Mais vous voyez, quand on compare à chaque fois, là on passe au-dessus, on a vraiment de la marge avant d'arriver sur un top. Vous voyez, par ici, on passe au-dessus, hop, on a un peu de marge avant d'arriver sur un top. Même chose ici, vous voyez, on passe au-dessus, on n'a pas encore fait la dernière jambe haussière qui fait qu'on a de la marge d'arriver sur un top. Donc en gros, ce qu'il faut en conclure de tous ces graphes, c'est que on arrive sur une zone petit à petit de surchauffe. On n'y est pas encore. On n'est pas encore dans cette zone de surchauffe. Mais petit à petit, on prend la direction d'y aller. Et pour l'atteindre, en gros, ces zones de surchauffe, il faut encore une belle jambe haussière. Il faut une belle accélération haussière. Donc sûrement un BTC qui monte voilà, à 130 000, 140 000, 150 000 $. Et là, je pense que si on a ça durant les prochaines semaines, prochains mois, là, on aura ces indicateurs qui vont commencer à s'exciter et qui vont nous montrer qu'on arrive sur les zones de surchauffe où on se rapproche des tops qu'on pourrait faire au niveau du marché et du coup commencer à prendre des profits sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'est pas non plus sur les zones de bottom au plus bas où c'est intéressant d'acheter. Mais voilà, on est un peu entre les deux, donc à surveiller. Ensuite, si on passe sur BTC, un peu plus court terme, ouais, ça, on est toujours parti sur notre rallye là pour les. Rappelez-vous le scénario où hop, on va chercher les 115 000, on va pas chercher le gap, mais les 115 000, on liquide tous les stop loss. Et ensuite, le but c'était de remonter pour aller chercher les 120 et même voir les 125 000 parce qu'on a pas mal de liquidations dans ces zones-là. Donc c'est exactement le trajet qu'on est en train de prendre. Même si à court terme, ouais, comme j'explique ici, on peut faire un petit détour avec le gap CME qui s'est du coup formé ce week-end, qui est vers les 118 200 $, donc ce qu'on est en train d'aller chercher actuellement. Après, si on regarde au niveau des liquidations, ouais, c'est toujours très, très intéressant parce qu'on a beaucoup plus de liquidations au-dessus de nous et surtout, il y a les ordres book, ouais, on a pas mal d'ordres qui sont positionnés juste en dessous de nous. On peut aller voir directement, mais regardez, funding, ouais, sur BTC, on est toujours à 0,001, enfin 0,01. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur les funding qui sont encore une fois assez bas, plus haut que la zone de neutralité, donc ça veut dire qu'on a quand même plus de long que de short, mais relativement peu. Donc ça veut dire que le marché va avoir tendance à continuer à monter parce qu'on n'a pas de surchauffe de ce côté-là. En plus de ça, les open interest, on est toujours bon, hein, ça n'a pas trop bougé, mais ouais, sur BTC, on le voit très bien depuis le top qu'on a fait ici. On est à peu près sur le même niveau. On est toujours sur des plus hauts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de positions ouvertes sur le marché des dérivés et comblé au fait qu'on a des fundings pas très hauts, ça veut dire que ben, les gens sont pas forcément ultra positionnés en longue et ils sont aussi pas mal positionnés en short. Ce qui se reflète très très bien sur les zones de liquidation. Regardez la liquidation heatmap. Donc les endroits où on a des liquidations de short et de long à aller chercher, on voit qu'on a bien plus de short à aller chercher à la hausse que de long. Vous voyez, dès qu'on met la zone de liquidation là en 2 semaines, on voit pas que forcément en dessous des 114 000, en dessous du point bas qu'on a fait, on a un peu de liquidation. On a quand même du 200 millions, 100 millions de dollars de liquidation à aller chercher. Mais au-dessus de nous, regardez ça, le bordel qu'on a quoi. 164, là on a 256. Et en fait, chaque point, oui, on a 264, 153, 162, 187, 155, etc., etc. Et du coup, juste dans cette zone, on a peut-être un bon milliard de dollars de liquidation à prendre. Et en fait, juste le fait de passer à 120 et même de monter jusqu'à 123, 125, on va liquider au moins au total $1 milliard de liquidation de short en fait sur ce niveau-là. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le cours d'aller pousser vers le haut que d'aller pousser vers le bas. Après, on est en tendance du coup en haussière depuis qu'on a fait le bottom ici pour repartir. Et forcément, une tendance haussière, bah, on monte, on forme une petite correction pour ensuite remonter, etc., etc. Et là, en plus, c'est parfait parce qu'elle est comblée vers les 118 000. C'est le niveau parfait en fait pour poser un peu ce petit bottom de correction et ensuite remonter. Donc voilà, ça c'est le top. En plus de ça, regardez, on peut accumuler, vous voyez, les zones d'achat et de vente au niveau des order book. Donc je vous rappelle, là, en gros, chaque trait, ça nous montre les zones, les carnets d'ordre d'achat et de vente sur BTC. Donc là, par exemple, si le cours vient à ce niveau-là, on aura 467 BTC qui vont être achetés directement sur là les 117 500 $, et qui fait que bah, ça va créer une force acheteuse supplémentaire où bah, plus on a d'ordre d'achat à ce niveau-là, plus bah, quand le cours il va venir dedans, bah, en fait, ça va être racheté, 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 puis au bout d'un moment, hop, la force acheteuse la force vendeuse va s'inverser en force acheteuse. Et inversement, si on a beaucoup d'ordres positionnés au-dessus de nous, comme on avait ici, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que le cours les absorbe, et puis d'un moment, la force acheteuse s'inverse en force vendeuse, et hop, on chute. Ce qui, du coup, crée en fait tous ces niveaux de baisse, de hausse qu'on a avec ces ordres-là. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Et ce qui est intéressant là actuellement, c'est que, vous voyez, on avait pas mal d'ordres de vente qui nous ont freinés vers les 119 000, et du coup, ils ont été enlevés. Pour l'instant, on en a que dalle. On a juste ça sur les 119 000 qui peut nous freiner un peu. Après, il faut prendre en compte le fait que bah,
plus on va remonter, plus on va se rapprocher, plus des ordres qui vont aussi se positionner. Mais au niveau de la hausse, pour l'instant, vous voyez, y a pas grand-chose. Par contre, au niveau de la baisse, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal d'ordres qui sont positionnés. Vous voyez, on a déjà 2 premiers ordres, sur les, 118 300, qui ont été posés là, de 300 BTC et 500 BTC, qui ont été absorbés par le cours. Ça n'a pas suffi pour inverser la tendance, mais ça a déjà freiné un peu, le cours. Vous voyez, on a déjà fait une petite pause là ici en 4 heures. On peut le voir en 1 heure, on a eu un petit rebond qui s'est formé. Vous voyez, très léger, mais ça commence un peu à freiner. De nouveau, ouais, on a cherché une petite mèche sur les 117 800 et hop, ça a été racheté direct après, vous voyez. Donc plus on rentre là-dedans, plus on a de chances que la force acheteuse, hop, s'inverse parce qu'on absorbe beaucoup d'ordres de vente. Et là, en dessous de nous, vous voyez, c'est costaud. Déjà, on a encore 74 BTC qui sont positionnés ici et surtout en dessous, 480 BTC, 397 et ici 253. Et après, ça risque de continuer. Ouais, plus on descend, plus ça va s'ajouter. Donc là, on a un petit niveau qui est intéressant. Et vous voyez, je pense qu'à court terme, alors ça, bon, je suis vraiment pas sûr, mais vous voyez, poser un petit bottom ici, aller combler le gap qu'on a là pour ensuite remonter, ça me paraît quelque chose d'assez probable. Bon, justement, on peut le voir sur BTC au niveau de TradingView. Ouais, c'est quand même hyper intéressant ce qu'on a. Alors, vous voyez, on a le triangle de compression que je vous avais mis l'autre jour. Et en gros, regardez ce qu'on a, c'est juste, franchement, il est parfait, quoi. Vraiment, il est parfait de chez parfait, la structure, où on a ce triangle de compression, voilà, où le BTC range là-dedans, et du coup, compresse au niveau de la volatilité en continuant de plus en plus jusqu'au moment où, bam, ça pète. Et je vous ai dit que, voilà, la majorité du temps, quand on est en tendance haussière comme ça, même si c'est du 50-50, un peu ce triangle de compression, souvent plutôt cassé vers le haut. Et là, le scénario parfait qu'on a fait et qu'on avait vu ensemble avant que ça arrive, c'était le fait que on vienne sortir les stop loss en dessous de ce niveau-là pour liquider un maximum de gens, ne pas aller aux 114 000 pour empêcher les gens de rentrer à ce niveau-là et ensuite remonter. Donc ça, c'est nickel. Et en plus de ça, vous voyez, on remonte donc très proprement, on revient casser le niveau qu'on a ici, le triangle de compression, vous voyez, et en plus de ça, on vient chercher un pullback ici, et là, le top serait de remonter. Là, franchement, si on casse, on vient pullback et on vient remonter ici, voilà, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment, on peut pas faire mieux. En plus de ça, vous voyez, regardez le gap CME, du coup, c'est magnifique parce qu'il est sur les 118 300 $. Donc, vous voyez, le gap CME qui est pile sur le pullback là qu'on peut faire au niveau du triangle de compression. Donc, c'est vraiment incroyable que ça arrive à ce moment-là. Et vous voyez, le gap CME qui, du coup, va être logiquement comblé. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif de se dire que ce gap CME, on va pas le combler, mais que celui-là, oui. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les gaps CME, enfin, de ce que j'ai remarqué, ils sont comblés très rapidement. C'est-à-dire que quand tu as un gap CME qui est créé, par exemple, ici, souvent, le lendemain même, ou les jours qui suivent, vous voyez, par exemple, lundi ou mardi, on va directement le combler pour ensuite remonter. Mais s'il n'est pas comblé tout de suite, comme on l'avait ici, eh ben, ça arrive que parfois, là, on revienne le chercher peut-être une semaine ou deux après, mais plus en général on attend, moins il y a de chances que le gap CME soit comblé. Bon, ça, après, c'est pas une certitude, c'est ce que j'ai vu moi personnellement avec le temps. Mais du coup, c'est vrai, ne pas combler celui-là qui est très attendu, plutôt combler celui-là à court terme, qui est pas très loin à aller chercher, ouais, dans une tendance qui reste haussière à moyen terme, ça reste assez logique. Donc voilà, c'est parfait. Là, tout ce qu'on veut sur BTC, c'est que éventuellement on va chercher un peu plus bas, mais que surtout on remonte par aller chercher les 120 000, ensuite les 125 000, par aller chercher toutes les déviations qu'on a ici, et du coup relancer aussi la dynamique qu'on a sur les altcoins. Au passage. En parlant des altcoins, allons voir la Bitcoin dominance ici en daily. Alors rappelez-vous, ce qui était parfait là en H4 sur la Bitcoin dominance, c'est que on vient former un bottom, hop, vous voyez, on fait le plus bas ici, et là qu'est-ce qu'on fait? On revient tester le support qu'on a cassé, enfin l'ancien plus bas qu'on a cassé, on revient le tester en tant que résistance et on se fait rejeter. C'est juste parfait. Là par contre, voilà, il faut aller chercher un deuxième plus bas en 4 heures, donc ça galère un petit peu. On pourrait faire un truc comme ça, ce qui correspond en fait à la petite hausse qu'on a ici avec la correction qu'on a sur BTC. Et si BTC de son côté, vous voyez, nous forme son bottom ici et hop, remonte aux 120, 125 000 $, faut être sûr que derrière les altcoins vont encore plus en profiter et on va avoir voilà, une baisse comme ça de la Bitcoin dominance. Et du coup, là, en daily, on pourra commencer à plus plonger et surtout, en weekly, on pourra commencer à passer en dessous du rebond. Parce que là, pour l'instant, on est pile dessus. Genre vraiment, on est pile dessus. Ouais. On avait déjà rebondi pile dessus là quand on était fin février, fin 2024 à ce niveau-là. Si ici, on peut ne pas faire la même, ne pas former un bottom ici pour ensuite remonter, ce serait parfait. Et au contraire, on va former un petit rebond ici pour ensuite, bam, s'enfoncer plus bas. Moi, j'attends que ça. Parce que là, vous voyez, la semaine du coup qu'on a eu hier, ça n'a pas suffi pour clôturer en dessous. Donc, ça jouait de peu. Mais par contre, cette semaine, vous voyez, il suffit qu'on baisse un tout petit peu. Un tout petit peu. Même pas besoin de beaucoup. Mais juste, par rapport au niveau qu'on a actuellement, on baisse de 2%. Vous voyez, ça suffit pour passer en dessous. Alors, imaginez, à comparer aux dernières semaines où on a fait moins 8%. Franchement, c'est faisable. Et là, on passe en dessous. On valide la clôture weekly en dessous du ruban. Et là, voilà, c'est la première fois qu'on passe en dessous. Donc là, gros signal de début d'LQ16 dans Weekly que moi j'attends intensivement depuis pas mal de temps quand même. Donc ouais, il y a ça. Du côté du Total 3, vous voyez, alors en Weekly, ça fait un peu peur parce que quand on regarde la charte comme ça, on peut se dire, oh, là on a une petite correction, on pourrait venir plus profond en Weekly pour ensuite remonter. C'est pas impossible. C'est pour ça que, encore une fois, je me laisse plusieurs recharges sur les altcoins au cas où si on corrige plus bas en Weekly pour ensuite voilà, repartir et prendre notre temps. Pour ça, faut pas non plus trop se précipiter, mais c'est vrai qu'en daily, pour l'instant, on est bon. Ouais, on a formé une sorte en 4 heures, on a toujours ici, ouais, le petit bottom qu'on a formé là, hop, on rebondit. Après, là, on est vraiment dans un niveau
charnière en fait pour la suite parce que quand on est dans cette phase où on monte, on corrige, on rebondit, soit on est dans une phase où on va aller chercher plus haut et là si on fait un plus haut, c'est parti, let's go et on repart dans une tendance haussière avant de reformer une correction et du coup on va profiter de tout ça à la hausse. Par contre, si on est dans un rebond, vous voyez, et que là on était sur un top ici et du coup on fait un rebond pour aller chercher plus bas, et ben là à court terme ça peut être la folie et on va se prendre une belle correction avant de former un nouveau bottom et là cette fois-ci de vraiment repartir. Donc bon, personnellement, je privilégie toujours, comme vous le savez, c'est pour ça que je suis en trade, de faire un nouveau plus haut et de repartir à la hausse. Mais voilà, le rebond en daily qui fait qu'on revient ici et qu'en weekly, vous voyez, on vient à ce niveau-là et on repart, c'est pas impossible non plus. Surtout quand c'est du court terme comme ça, enfin du daily, c'est toujours compliqué de doser parce que ouais, la structure en weekly, elle est très haussière. Et par rapport au marché qu'on a actuellement, c'est très haussier. Il y a pas de souci de ce côté-là. Je suis sûr que d'ici la fin de l'année, enfin je suis quasi sûr d'ici à la fin de l'année, qu'on va au moins monter au moins 1,5 et qu'on va avoir une belle tendance haussière qui est formée. Mais après derrière, si à court terme, ouais, on corrige un peu plus fort au lieu de corriger un peu moins fort comme ici, ça c'est plus compliqué à avoir des certitudes là-dessus. C'est pour ça que de nouveau, je me laisse des recharges supplémentaires au cas où si on a un scénario comme ça qui sort. Pour tout ça, oui, je voulais passer ETH. J'ai un petit tweet sur ETH que j'ai fait hier. J'ai dit ETH bientôt les 4 000 $. À part le mur de vente, vous voyez qu'on avait à 3 850 $. Franchement, jusqu'aux 4 000 $, on n'avait pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'en général, plus on se rapproche des 4 000, plus on monte, plus les murs vont s'accumuler et plus ça va être dur de nouveau à passer. On a ETH BTC qui a 2 doigts, vous voyez, de faire un nouveau plus haut, donc ça c'est excellent. Ensuite, on a un BTC qui reste très bullish, qui semble se diriger vers les 120 000 $. On a l'open interest sur ETH qui est en train de remonter aussi. Et le dernier gros point positif qu'on a sur Ethereum, c'est les inflows sur les ETF. Je sais pas si vous avez vu ça, les gars, mais on a des inflows, donc des entrées d'argent sur les ETF au niveau d'Ethereum qui sont énormes, qui sont vraiment balèzes. Et ça, c'est super bon signe. Plus on a d'argent qui rentre sur les ETF sur Ethereum, plus ça veut dire que forcément la pression acheteuse, enfin la demande sur Ethereum est élevée et plus forcément c'est bullish pour lui et du coup ça se répercute sur le cours. Donc voilà, ETF à surveiller et là pour l'instant c'est très très bullish. On a des stats qui sont énormes. On n'a jamais eu autant d'entrées sur l'ETF d'Ethereum et du coup il rattrape son retard qu'on a eu par rapport au début d'année. Donc c'est juste parfait. On peut justement aller voir le petit graphe d'Ethereum, voir où est-ce qu'il en est au niveau des murs. Vous voyez, l'autre jour on était vers les 3000, on était par ici vers les 3007. Donc on avait le petit mur, vous voyez, vers les 3150 qui était ici, qui pouvait nous bloquer et finalement on est venu l'absorber, on s'est fait rejeter et après on a pu passer. Et comme je l'expliquais juste avant, comme d'hab en fait, dès que tu commences à augmenter, à te rapprocher de la grosse résistance des 4000, t'as beaucoup d'ordres qui se mettent en place. Et ouais, là on s'est fait exploser, j'avais pas vu, on s'est fait ratatiner. En fait, on a commencé à monter, voilà, on a passé les ordres, petit à petit, il y a des nouveaux qui apparaissent, on monte, encore des nouveaux qui apparaissent, mais la force acheteuse était tellement forte qu'on a pu les absorber. Et là, en fait, tu vois, il y a des moments où le cours, enfin les gens veulent pas que Ethereum monte plus haut. Et du coup, là, tu as eu beaucoup d'ordres. Vous voyez, on a absorbé 7000, 8000, 7000 encore, 8000. Et du coup, au bout d'un moment, tu peux pas absorber des ordres comme ça d'achat à l'infini. Ou alors, il faut que tu aies une pression vendeuse à l'infini qui est très très forte. Mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça s'inverse. Et du coup, là, de nouveau, comme je l'expliquais tout à l'heure sur BTC, on a absorbé les ordres. On avait beaucoup de force acheteuse, beaucoup de force acheteuse, beaucoup de force acheteuse. Et à force d'absorber les ordres, au bout d'un moment, ça passe plus. Et la force acheteuse s'inverse et on passe en pression vendeuse. Et là, boum, on part complètement à la baisse. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que du coup se forment les tendances haussières, où en fait la force acheteuse, elle monte, elle monte, elle monte. Au bout d'un moment, il y a trop d'ordres. Hop, on passe en pression vendeuse. Et inversement, il y a beaucoup d'ordres. Hop, on repasse en pression acheteuse. Et à chaque fois, en fait, on grappille un peu de plus haut à chaque fois qu'on va chercher les ordres, voilà, de plus en plus haut, tout simplement. Et du coup, là, de nouveau, on s'est confronté à ça, c'est n'importe quoi. 8000, 6000, 10 000, 5000, 6000, 6000, 8000. Donc, on avait encore de la marge avant d'arriver aux 4000 $. Ce qui est aussi logique, parce que les 4000 $, voilà, énorme résistance. Donc forcément, plus on s'en rapproche, plus on a beaucoup d'ordres qui sont posés. Donc on se rejette assez fort. Là actuellement, on est sur les 3008, ça reste très correct. Ça suit pas mal le BTC forcément. En réalité, sur Ethereum, là quand on dézoome un peu plus en 4 heures, la petite correction qu'on a ici, elle est juste parfaite parce que on revient sur les plus hauts ici. Donc si de nouveau, un peu comme sur BTC, on corrige, on vient poser un bottom sur le plus haut qu'on avait ici pour ensuite remonter et aller chercher les plus hauts, c'est parfait. Après, là où ça peut devenir critique sur Ethereum, c'est si on commence à faire un plus bas que les 3005 qu'on a ici. Là, on passe vraiment sous les plus bas qu'on a formés ici et ici. Et du coup, là, on inverse la tendance haussière qu'on a en 4 heures et daily. Et là, on passerait sur une tendance baissière. On n'y est pas du tout. Et pour l'instant, on est beaucoup plus dans l'optique d'aller chercher les 4000 $, même s'il y a beaucoup d'ordres de nouveaux qui se positionnent. Plus on va avancer, plus on va former ces tendances que j'expliquais, de refaire qu'on va atteindre ces 4000. Si on passe sur le graphe, vous voyez, en daily, de nouveau, on est très haut et on se rapproche vraiment des 4000 $. Et là, les 4000 $, les gars, ça va être un signal qui va être envoyé au marché, mais qui va être énorme, vraiment, mais énorme. Il y a beaucoup de gens qui attendent les 4000 $ sur Ethereum pour, des gros portefeuilles, des gros institutionnels qui se disent, vas-y, on va attendre que Ethereum se réveille pour rentrer, on va attendre que le marché se réveille des cryptos pour se remettre dessus. Et ils se disent consciemment ou pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils sont en mode, non, pas des cryptos, pas des cryptos. Puis dès qu'ils voient que ça fait des plus hauts et tout, et que tout le monde gagne de l'argent, ils vont se dire, ah, vas-y, il faut y aller, quoi, le FOMO habituel. Et en fait, le FOMO habituel, il arrive quand on casse des niveaux hyper importants, comme les 4000 $, comme la TH des 4800. Et là, on se rapproche de plus en plus. Et on le voit très bien, au niveau des ETF, au niveau des inflows des ETF,
plus on se rapproche des 4000, plus on a des entrées sur les ETF d'Ethereum qui sont importants. Et donc, alors imaginez quand on va péter les 4000 et qu'on va aller 4008 et même plus haut. On aura des entrées sur les ETF qui vont être complètement délirantes. Ce qui est aussi très intéressant, et c'est que, vous voyez, que ce soit en mensuel, regardez le, le niveau, franchement, le niveau des 3007 là en mensuel, il est horrible, genre vraiment horrible. Vous voyez, on n'arrive pas à passer. Et en weekly, c'est la même chose. Ouais, en weekly, toute cette zone-là qu'on a ici, elle est infranchissable. Vraiment, ça fait depuis ici, donc ça fait depuis 2021, décembre 2021. Je sais pas si on vous rendez compte. Ça fait genre 3 ans et demi, quasiment 4 ans qu'on est sous ce niveau des 4000 $ sur Ethereum. Et enfin, là, je pense, il n'y a pas de meilleur moment pour passer au-dessus. Parce que voilà, on s'est fait rejeter une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Là, franchement, on arrive en fin de bull run. Et BTC, il a littéralement tout explosé. Maintenant, il manque plus que les altcoins. On a tout qui est ouvert, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau des taux d'intérêt qui vont baisser, au niveau des data on-chain, au niveau des funding, etc. Vous pouvez trouver toutes les stats. Il y a tout qui va dans le sens de, voilà, il faut faire un plus haut. Donc, si c'est pas maintenant, je vois pas quand ça pourrait être. Donc là, j'ai hâte que ça arrive. Et dès qu'on va péter la 4000, voilà, on aura une belle accélération qui arrive vers la TH. Et ensuite, après Discovery, vous connaissez la suite. En général, ça monte assez fort. Donc, voilà, très bullish pour Ethereum pour arriver sur les 4000 $. À court terme, là, on ne sait pas jusqu'où la correction va arriver, mais c'est vrai qu'une petite correction, vous voyez, juste sur le plus haut qu'on a ici, franchement, c'est parfait. C'est ce qu'on fait en général. Quand tu as un plus haut comme ça qui se forme, bah souvent, hop, tu casses, tu viens pullback le plus haut qui est ici, et ensuite, hop, tu repars. Donc là, pareil, former ces petites structures pour aller chercher les 4000 serait nickel. Après, de nouveau, quand on va réatterrir ici, quand on a beaucoup d'ordres de vente, on peut se faire rejeter et puis retenter plus tard. Oui. Mais voilà, en tout cas, les 4000 pour cette semaine, voire la semaine prochaine, ça me paraît pas du tout déconnant, donc à surveiller. ETH BTC, même chose aussi, très 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 important. Vous voyez, on est allé du coup chercher un plus haut en 4 heures. En daily, on allait valider aussi, donc ouais, excellent. Donc toujours en tendance haussière de ce côté-là. Ensuite, du côté des altcoins, je vais vous le passer sur mes trades, ce sera rapide. Il y a le CAT, tiens, qui a explosé, que je surveille pas mal. Vous voyez, en weekly, c'est le token de Knut, de Crypto Million. Je sais pas si vous avez vu, mais il a mis un trade, mais c'est un fou furieux. Il a mis 400 000 $. Il a mis 380 000 $, je crois, en trade sur juste un altcoin, un même coin comme ça. Il a pris 400 000 là de PNL, c'est hallucinant. Bon, après, bon, faut pas qu'il fasse le con à prendre aucun profit et au final se laisser faire liquider. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle position. Moi, j'attendais plus à la clôture weekly pour rentrer dessus. Et là, c'est exactement comme les graphiques que je vous montrais sur le Dogecoin, où on a un gros W, on casse, on vient retest à ce niveau-là, donc c'est parfait. Il y avait aussi le link qui est comme ça, qui est très très bon. Vous voyez le link parfait, on fait un W, pareil, on vient retest, donc c'est nickel. Et là, du coup, le 4, très très intéressant. Vous voyez, pareil, gros W, on vient break sur cette bougie weekly ici. On va attendre la fin de cette semaine pour la bougie weekly. Mais pareil, là, ça, on a un point d'entrée sur le 4 qui peut être hyper intéressant pour jouer ensuite la hausse plus haut. Et comme d'hab, ça reste des mêmes coins, des altcoins avec de l'effet de levier. Donc, ouais, c'est très volatile. Juste par exemple, le fait de rentrer là, tu mets ton stop loss ici, c'est à moins 40%, quoi. Donc, ça va vite. C'est pour ça qu'il faut bien rentrer. Et vous voyez, par exemple, rentrer ici, c'est pas possible. Et moi, éventuellement, j'attendrais un retest à ce niveau-là, ou même voir voilà, un peu plus profond, comme par exemple par ici, pour rentrer avec un stop loss par là, assez serré. Mais voilà, pour l'instant, j'y suis pas. Donc, de toute façon, je tiendrai au courant sur Twitter si je me positionne. Sur du coup les altcoins. Donc qu'est-ce que j'ai toujours AKT qui est quand même bien en négatif, mais bon, qui est toujours présent. Malheureusement, j'étais rentré pas mal sur ces niveaux-là, là aussi, mais j'étais rentré un peu plus haut. Malheureusement, j'ai fait un peu des conneries. Après, je suis rentré là, re-rentré là, peut-être pour remettre une position à ce niveau-là. Ah ouais, vu qu'on est en train de retester ce niveau-là, donc à voir. J'ai aussi toujours Cookie où je suis pile quasi ABE. Là, j'ai une grosse position parce que je continue à la recharger et je pense rajouter des positions si on revient sur ce niveau-là et baisser ma allocation en dessous à ce niveau-là. Et le dernier que j'ai pas mal, c'est AMP et BitGet, BGB sur BitGet. Mais pareil, je suis revenu un peu en dessous de ma position. Là, pareil, j'ai rajouté un peu les positions sur les niveaux de baisse et je compte recharger si jamais on revient sur ce niveau-là. Donc pareil. Et ensuite, sur mes autres comptes, là où j'ai toutes mes positions. Donc ouais, regardez, j'ai le seum. J'ai vu 4, j'ai vu l'entrée sur 4, du coup, je suis rentré. Mais j'avais que 23 $ dispo. Du coup, je suis rentré avec 23 $ juste pour rigoler. Et oui, j'ai fait 100% du coup. Bon, il me sert à rien, du coup, ce trade, je vais quand même le clôturer. Voilà, j'ai pris 20 $, super. J'ai ajouté une nouvelle position, j'ai acheté 2 nouvelles positions. Alors, je vais les montrer la dernière fois, mais j'ai ajouté Solana. Ouais, je suis rentré sur Solana parce que lui, pareil, il est très très bullish au niveau des ordres, au niveau des funding, au niveau des dump interest. Il y a tout qui bullish sur Solana, donc ouais, je suis rentré un peu plus fort, mais avec un levier plus tranquille pour me laisser de la marge. Je suis rentré aussi sur le hype, parce que le hype, je le trouvais très très bullish, puis surtout forcément le token en daily qui n'arrête pas de monter, qui connaît pas de bear market, est tellement bullish. Puis là, le fait de rentrer, vous voyez, sur le niveau où je suis rentré, qui était du coup l'ancien TH, un peu comme je vous ai montré sur le TH, où en gros, ouais, on forme hop un top ici, on revient, donc on pète, et on revient tester en pullback, en retest, vous voyez l'ATH qu'on a ici, en bottom, c'est juste parfait. Donc voilà, rentrer à ce niveau-là, ça me paraissait logique. Donc je rentre à ce niveau, pour l'instant je suis en bénéf, c'est cool, 50%. Et lui, pareil, je compte accumuler la position, plus il va monter, plus je vais essayer d'en accumuler. Et ensuite les autres, j'ai quoi? J'ai VET qui est légèrement positif, TAO qui est passé en négatif, Render positif, ensuite Link, voilà, Jup, GRT, Shiba, le Doge qui part bien en négatif, le Core qui pile à BE et BMT qui est aussi souvent un BE. Donc voilà, ça bouge pas trop du côté de ces trades. Pour l'instant, je les laisse. On attend vraiment la grosse explosion qui pour l'instant n'est pas encore arrivée. Et sur ZoomX, j'ai toujours aussi XRP qui est légèrement positif.
et FOWG qui est lui un peu plus en négatif. Et lui, j'attends qu'il baisse un peu plus pour aller chercher mon dernier ordre. Il est pas très loin d'être pris. Donc voilà, si on peut baisser un tout petit peu plus pour aller prendre mon dernier ordre ici, ce serait juste parfait. Pour ensuite remonter, ce serait nickel. Donc ouais, du côté de mes trades, j'avais... Ah oui, tiens, regardez sur Axiom, les gars, Codec, il a encore monté. Incroyable. 67 000 $ sur mon portefeuille, alors que j'ai investi... je suis à plus 57 000. J'ai investi 10 000, je suis à 67 000. Quoi, les small caps, ça m'a encore mieux marché que les altcoins en trading. Après, c'est très volatile là aussi, donc ça se trouve la semaine prochaine, j'aurais fait moins 50%. Mais la dernière fois, j'avais parlé de Spark, qui est un petit peu monté. Ouais, on a 2 millions et quelques, donc c'est cool. Et surtout Codec, qui est encore monté. On est à 16 millions 7, donc excellent. J'avais mis un premier TP, rappelez-vous, vers les 20 millions. Au final, je l'ai monté un peu plus parce que je me dis, je peux aller chercher facilement plus, et il a disparu. Je suis en train de voir. Je sais pas où il est passé, mais je vais le mettre avec vous. Ouais, en gros, sur Axiom, quand vous voulez mettre un TP, vous pouvez le mettre en limite. Ça, c'est bien parce qu'avant, on pouvait pas le faire sur les small caps. Ah bah c'est bon, il est déjà. Je sais pas pourquoi il apparaissait pas, mais en gros, vous voyez, sell, limite. Vous pouvez choisir donc la position que vous vendez. Par exemple, je sais pas, moi j'ai mis 25% là, et ensuite choisissez hop, jusqu'à combien vous voulez vendre. Là, par exemple, moi j'ai mis 29,8 millions, ce qui fait que je peux vendre 122 Solana. Ça fait à peu près 20 000 $, un truc comme ça. Et du coup, voilà, je prends un premier TP vers les 29 millions. Et après, mon but, ce serait de vendre à 50 millions, 100 millions, etc. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore. On est encore sur un small caps, hein, avec 16 millions de market cap. Bon, même si quand je voulais partager, on était à 3 millions. C'est vrai que ça fait plaisir là qu'on ait une aussi grosse montée. Mais voilà, on reste quand même sur un small cap, avec peu de volume, donc faites gaffe. Même si derrière, je suis très bullish sur ce token et j'espère qu'il montera des 50, 100 millions pour le bull run. Voilà, c'est encore très nouveau. Et en fait, il suffit qu'il y ait un nouveau token un peu mieux qui arrive, de très vite se faire remplacer. Donc voilà pour tout ça. Comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse pour le trading, je vous mettrai Bluefin en inscription. Et pour les small caps, si ça vous intéresse, je vous mettrai Axiom Pro en inscription aussi. Je trouve que c'est les meilleures plateformes pour le trading et pour les small caps. Je finis avec le commentaire du jour de Isno qui me dit 3815, je ne veux pas faire le mec médisant. Mais bon, quand on écoute les youtubeurs crypto, toujours ils achètent au bottom et vendent au sommet. C'est à se demander pourquoi ils font des vidéos. À part ça, bonne vidéo. Merci pour ton commentaire. Alors, il me fait rire parce que t'as grave raison en vrai. Quand tu écoutes les youtubeurs, t'as l'impression qu'à chaque fois ils vendent les tops et ils achètent les bottoms. Je vais vous expliquer pourquoi en fait, je pense on met plus ça en avant que le reste. En fait, là, quand je vous parlais 3815, c'est quand je vous parlais d'Ether. Où je vous disais, oui, j'avais acheté, c'est vrai que c'était un peu abusé, mais oui, j'avais vraiment acheté ici, et vendu plus sur les tops. Mais en fait, quand un youtubeur, mais moi y compris, moi je me mets dedans, et même d'autres youtubeurs vous disent ça, c'est que 99% du temps, c'est réel. C'est-à-dire, ils font vraiment ça. Mais ce qu'ils vous disent pas aussi, c'est toutes les fois où ils sont rentrés sur d'autres choses qui n'ont pas vraiment marché. Et en fait, en réalité, on le dit, mais on va moins le mettre en avant. Par exemple, je sais pas, si je fais par exemple, j'ai pas acheté de GLD durant le bear market, mais imaginez, je suis rentré sur le GLD pendant le bear market. J'ai fait une entrée de merde et je suis perdant sur mon entrée. Je vais le dire. Je vais dire, voilà, je suis rentré sur le GLD, ça n'a pas marché, c'était nul. Mais je ne vais pas y revenir dessus. C'est-à-dire que dans le futur, je ne vais pas revenir dessus en disant, ah bah rappelez-vous, GLD, je suis rentré au pire moment. Je vais pas revenir dessus parce qu'en fait, il y a déjà de un, il n'y a pas d'opportunité, enfin, il n'y a pas de moment où je vais reparler d'un token qui n'a pas bien marché. Parce que voilà, s'il est plus intéressant, ça sert à rien d'y reparler. Donc, on va pas forcément avoir l'opportunité, enfin, l'occasion d'y revenir dessus. Et surtout, je pense, la plupart des gens, par ego, ils vont moins parler de leur mauvaise entrée que leur bonne entrée. Alors qu'un token, par exemple, comme Artrade, où je suis très très bien rentré à chaque fois, et vu que j'en parle souvent, parce que voilà, c'est un token où je suis assez bullish dessus et j'ai un gros bag et du coup, forcément, je le surveille. Et à chaque fois qu'on revient dessus, si j'ai une occasion de parler de là où je suis rentré, je vais le faire parce que voilà, déjà par ego, parce que en général, tu vas parler de tes bonnes entrées, de tes mauvaises entrées, et puis surtout, j'ai plus d'occasion de le faire. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'au final, on a l'impression que voilà, à chaque fois, on rentre au bon moment et on sort au bon moment. Alors qu'en réalité, pas tout le temps ça. Mais c'est comme les trades aussi. Par exemple, tu fais un trade où tu perds 20 000 balles, et tu vas vite l'oublier. Tu vas le dire. Enfin, moi, en tout cas, je vais le dire en toute transparence que voilà, j'ai perdu ça. Mais je vais pas y revenir dessus. Et je vais pas y revenir dessus, je sais pas, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en disant, vous vous rappelez quand j'ai perdu 20 000 balles? Je vais le dire une fois, mais je vais pas forcément revenir dessus. Mais parce que voilà, c'est pas forcément un avantage. Je pense, psychologiquement, c'est pas le truc qu'on va mettre le plus en avant. Alors que si par exemple, je fais un énorme trade où je gagne, je sais pas, 200 000, je vais peut-être plus le mettre en avant quand j'en ai l'occasion. Mais bon, c'est humain. Regardez, vous de votre côté, si avec les gens avec qui vous parlez je sais pas, avec vos amis, avec vos proches, etc., vous verrez que vous mettrez peut-être plus en avant aussi les bons calls que vous avez fait, enfin les bons trucs que vous avez fait, que les mauvais trucs, les mauvaises entrées, les mauvaises sorties, etc., vous avez pu faire. Donc voilà. Et t'as raison de le dire. Si jamais je remets en avant les bonnes entrées que je fais, rappelez-moi aussi que j'ai fait des mauvaises entrées. Ça fait toujours du bien de se le faire rappeler. Bon allez, je laisse là-dessus. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Comme d'hab, c'était pas passé en inscription. Et moi je vous dis à plus. Ciao!